Nous avons vu les deux premiers Maman j'ai raté l'avion, depuis devenu culte, le second opus étant déjà les premières fissures à l'édifice de la saga, le troisième film lui a sérieusement endommagé la structure. Et le quatrième opus a fait s'effondrer l'entièreté du bâtiment, ne laissant derrière lui qu'un amas de poussière. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la partie 2 de Home Alone consacrée à la seconde trilogie, le plus gros morceau, composé majoritairement de téléfilms à l'exception du dernier qui lui est sorti sur la plateforme de streaming Disney+. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne, lâchez le petit like, particulièrement si vous êtes sur la télé, puisque vous ne pouvez pas forcément lâcher de commentaires, donc me donner un petit like, ça vous fait participer à ce que la chaîne soit un petit peu soutenue. Pour les autres, vous pouvez donner votre avis en commentaire sur le film ou la vidéo, ainsi que me donner pourquoi pas des recommandations. C'est parti. J'avais aucune transition. Après la mauvaise réception critique de Maman je m'occupe des méchants, la Fox souhaite tout de même continuer d'exploiter la saga sans prendre de trop gros risques financiers et décideront donc de faire une nouvelle suite en téléfilm. Ce sera Rod Daniel qui sera engagé pour la réalisation, spécialisé dans le domaine des films télévisés, bien qu'il soit aussi derrière le film Teen Wolf avec Michael J. Fox. Cette licence connaîtra un sérieux succès avec son reboot télévisuel bien plus tard. Pour le casting, des acteurs inconnus au bataillon, engagés principalement pour leur disponibilité, si on exclut peut-être French Stewart, que beaucoup connaissent, en tout cas pour ma génération, par le biais des films Inspecteur Gadget. Ça annonce la couleur donc, et vous allez le voir, cette couleur-là, on l'a quand même rarement vue. Le film commence à peine que le titre en After Effects édition stagiaire style 3D pas détaillé sur fond noir banal avec une musique de Noël libre de droit nous claque au visage. Ah, je vous avais prévenu, et si je m'attarde sur le titre, c'est parce qu'il illustre parfaitement les 1h20 de film qui restent, c'est-à-dire un film sans budget, sans fond, qui ressemble faussement à Maman j'ai raté l'avion. Après un petit plan sur une maison plutôt bien décorée pour l'occasion, nous retrouvons Buzz et Megan McAllister, qui sont les frères et sœurs de notre cher Kevin McAllister que voici. Je sens qu'on va passer un moment exquis. Kevin est triste car ses parents sont en plein divorce, avant qu'il ne se fasse martyriser par son frère Buzz et Megan. Par rapport à la voiture, c'est pas ma meilleure vanne. Kevin se retrouve seul avec Buzz qui refuse de le garder, mais Kate, la mère, ne veut pas le laisser tout seul à la maison car c'est déjà arrivé dans le passé et elle s'en veut encore. Pause. On nous fait donc comprendre à ce moment-là que Home Alone 4 est la suite directe de Maman j'ai encore raté l'avion, sorti en 1992. Dans Home Alone 4, Kevin a 9 ans, soit un an de plus. 1992 plus 1, ça fait pas 2002. Et vu tout ce qu'on nous montre depuis le début du film, ça se passe très clairement en 2002. Peter le père débarque et annonce à Kate qu'il compte épouser une certaine Nathalie, en plus de vouloir les enfants pour Noël, et elle fait quoi la caméra, la bordel? Les enfants refusent la proposition de leur père, Kevin se retrouve finalement seul avec Buzz qui le force à faire des tâches ménagères tout en le torturant un tout petit peu. Excédé, Kevin décide finalement d'aller chez son père, après en avoir discuté avec son ours en peluche. N'importe quoi, franchement c'est ridicule. Parfaitement absurde. Vous êtes encore là, vous? Justement, on y va. À toutes. À toutes. Bon, Kevin arrive chez son père accueilli par Prescott, l'homme à tout faire qui a l'air franchement pas très sympa. Il ramène le jeune homme à Peter et Nathalie, qu'on découvre également. Elle vit dans une maison ultra moderne et manifestement très chère, qui est automatisée et principalement contrôlée par ses télécommandes vocales. Ils attendent l'arrivée d'un prince et sa famille à l'occasion de Noël, chose que Marv, le casseur-flotteur, accompagné cette fois de sa femme Vera, savent et ont un plan pour kidnapper sa majesté en échange d'une rançon. Kevin découvre en parallèle sa chambre, qui est certes une chambre de privilégié, mais surtout très dans son jus années 2000. si jamais vous aviez encore des doutes, on en a la preuve là, le film se déroule bel et bien au début des années 2000. Après que Kevin ait profité de sa vie de je possède des thunes où on découvre en passant le personnage de Molly, la femme à tout faire, l'enfant se retrouve seul avec Prescott qui lui est dans ses quartiers. L'occasion rêvée pour Marv et Vera d'entrer dans la maison, surpris par Kevin qui reconnaît sa némésis directement. Il essaie d'avertir Prescott qui ne répond pas, mais trop tard, nos deux antagonistes pénètrent les lieux grâce à une télécommande qu'ils ont en leur possession. Kevin se retrouve contraint d'agir en retournant la maison contre eux, créant une inondation dans le même temps. Les voleurs finissent par s'enfuir après des retrouvailles qui ne perturbent pas plus que ça Marv qui se retrouve une nouvelle fois face au gamin qui l'a arrêté 2 fois par le passé. Surtout que c'était déjà un poil abusé dans le 2, donc que Marv se retrouve une 3ème fois face à Kevin, moi à sa place, j'appellerais Paul Pogba pour un petit maraboutage. Peter et Nathalie rentrent et sont un petit peu chafouins que la maison soit devenue une piscine municipale sous les yeux d'un Prescott de plus en plus suspect qui revient comme si de rien n'était et qui aurait rien vu rien entendu monsieur le commissaire. Marv nous apprend qu'il a une personne infiltrée dans la maison d'où le fait qu'il ait une télécommande, chose que Kevin comprendra aussi et il soupçonne naturellement le très étrange Mr. Prescott. Mr. Prescott, on dirait le nom d'une marque de gâteau. Mister Prescott, le gâteau parfait pour ton goûter. S'ensuit une séquence décoration du sapin avec un jingle bell R&B bien années 2000. Il manquerait plus que Kevin nous lâche un twerk. Et c'est comme ça que j'ai fini banni de YouTube. Le soir arrive, ainsi que les préparatifs de la réception d'honneur pour le prince. Prescott laisse entrer deux serveurs qui savaient être Marv et Vera infiltrés pour la soirée. Kevin entre en scène, le pensant complice, il enferme Prescott dans le frigo. Peut-être un hommage à Tomb Raider.
Et alors qu'on apprend que finalement le vol du prince est reporté pour cause de tempête de neige, c'est vraiment pas de peau, Kevin arrête les voleurs, ce qui aura pour conséquence de gâcher la fête. Le garçon se retrouve puni et profite de la nuit pour préparer des pièges en prenant en main le fonctionnement de la maison. Au réveil, Nathalie et Peter vont pour chercher finalement le prince, Prescott se retrouve enfermé à la cave, prêt à en découdre, il prévient Molly de ce qui se trame, mais en réalité... Prescott n'est pas leur complice. C'est moi. Kevin se retrouve enfermé avec Prescott à la cave qu'on découvre finalement pas être du tout méchant, il est juste fatigué de la vie et il déteste son travail. Ce dernier donne son téléphone à Kevin qui appelle la police. Bien entendu que non, faudrait pas que le scénario devienne tout d'un coup intelligent, à la place il va appeler Buzz. Qui lui raccroche au nez et ensuite il appelle sa mère qui l'entend mal, en même temps ils sont dans une cave avant que l'appel ne se coupe car la batterie est vide. C'est là qu'on voit que c'est une fiction, hein. Ce qu'on vient de voir est parfaitement impossible, hein. Tout le monde le sait que ces téléphones là tu les allumais en janvier, tu pouvais les recharger en décembre de l'année suivante. Finalement, Kevin utilisera le monde plat qui était caché pour sortir de la cave avant de commencer à piéger le groupe de voleurs. Les pièges s'enchaînent avant que les voleurs ne soient assommés ainsi que Molly par Prescott dans son cas. Ne pensez-vous pas que nous devrions appeler la police? Oh mais c'est bien ça mon petit Prescott, qu'est-ce qu'il est intelligent celui-ci, si seulement tu l'avais fait quand t'étais dans la cave au lieu de donner le téléphone à un gamin de 9 ans. Le prince finit par arriver alors que les criminels se font arrêter, Kate et Peter se remettent ensemble, Kevin brise le 4ème mur en demandant aux techniciens de lancer la neige et fin du film. Alors, il vient de briser le 4ème mur pour demander à un technicien de lancer la neige? Ce film est une purge, reprenons le cahier des charges. C'est Noël, mais alors faussement, hein. Ok, la maison McAllister est décorée, mais du côté de Nathalie, c'est pas la joie. Et ok, Kevin ouvre plein de cadeaux, mais c'est des scènes qui seraient pas dans le film que ce serait pareil, hein. Ce que je veux dire, c'est que ça sonne faux, comme si Noël avait été mis dans cette histoire pour dire que, bah, il y a Noël dans cette histoire, hein. C'est mal exploité, il y a aucune ambiance en ce sens, je valide absolument pas. Mettre un sapin ne suffit pas à ce que ce soit Noël, hein. Ça revient à mettre du papier toilette dans ton soutif. Le crime mythique a été oublié au fond d'un carton dans le grenier, je suppose, hein. La police en stage, comme l'adulte du groupe a mis son cerveau en pause en ne les appelant pas alors qu'il le pouvait, foutu Prescott, on ne peut pas vraiment le valider, surtout qu'à la fin ils interviennent et font très bien le boulot. La personne âgée et gris mais sympa, ça oui, ils ont joué jusqu'au bout cette carte, hein, avec Prescott et ont même inversé la situation avec Molly qui était sympa au premier abord. Tu peux quand même griller la révélation, mais je vais le valider car dans les faits, bah ce point est bien présent. Les voleurs stupides sont bien là et pour le coup ils sont presque un petit peu trop cons en vrai, mais ils sont là, les pièges inventifs, pourtant la base d'un Home Alone ça fonctionne pas dans ce film. Comme c'est la maison automatisée qui est utilisée, bah ils sont fades et c'est littéralement Kevin qui demande à Alexa de faire son taf à sa place. Dommage, avec un peu plus de pièges pratiques mélangés à la technologie de la maison, ça aurait pu être intéressant. Mal géré, bâclé, je valide pas. L'humour toujours plus cartoon, trop enfantin et plus généralement juste insoutenable par moments, c'est non, c'est médiocre et alors le gamin malin pareil, hein. Ce Kevin est mauvais, il est pas attachant, moins impactant que l'original, une photocopie qui a foiré car il y a plus d'encre, hein. C'en est même presque exaspérant par moments. La continuité avec le reste de la saga n'a aucun foutu sens, hein. Pourquoi faire une fausse suite qui se passe 1 an après le premier alors qu'il s'est clairement écoulé 10 ans. Jack Daniel à la caméra, c'est bas de plafond, hein, comme mise en scène, encore pour des moments d'action éventuellement, mais pendant une conversation il va falloir m'expliquer l'utilité de cet effet. Pour conclure sur cette tumeur mutagène stade 4 dans la saga, c'est un mauvais faux reboot télévisuel, une auto-parodie fade, sans fond, qui n'arrive même pas à être un miroir déformé des originaux. Home Alone 3 avait mis la saga sous assistance aspiratoire, le 4 lui a débranché la prise, l'a enterré, l'a laissé se décomposer, désormais il faut rendre la concession de l'univers des films. Et pourtant, Home Alone 5. Ce 5ème opus traduit en tant que maman, la maison est tentée, nous ressort le générique After Effects avec une musique de meilleure qualité. Ce coup-ci, nous suivons la famille Baxter et plus particulièrement Finn, un gamer et sa sœur Alexis, accro à son téléphone, qu'aménage dans une vieille maison au moment de Noël. On enchaîne sur une scène où des voleurs sont engagés pour assister un certain Sinclair qui souhaite récupérer un vieux tableau estimé à 88 millions de dollars qu'il aurait localisé dans la nouvelle maison des Baxter. Retour à Finn qui joue en ligne avec un certain Captain Turi, interrompu par son père qui lui fera la morale. Après que Finn ait trouvé un coffre-fort caché dans sa cave, il fera connaissance avec le petit voisin qui l'informera que sa maison est réputée hantée. Effrayé, Finn installera un piège anti-fantôme pour se protéger. À 2 h du matin, il sera justement réveillé par quelqu'un qui rentre dans sa chambre, l'intrus sera capturé par le piège, mais il s'agira en réalité du père. La question que je me pose, c'est que venait foutre le daron dans la chambre de son fils endormi à 2 h du matin? Le lendemain, Finn met en place un système de papier cadeau sur la porte qui s'arrachera si quelqu'un l'ouvre en leur absence. Sauf qu'un vrai fantôme, il traverserait la porte en flottant, non? Eh oui,
Très bonne réflexion. Les Baxter vont aller se chercher un sapin, ce qui permet aux voleurs de commencer leur repérage. L'un d'eux, pas très discret, tape dans les bonhommes pain d'épices pour ensuite aller à la cave, ouvrir le coffre qui s'avère vide. Bredouille, ils rebroussent chemin, sauf que les Baxter, revenant, Comme les fantômes. Décidément, c'est vraiment pas ma meilleure vidéo en termes d'écriture. les repèrent, en tout cas Finn les repère en l'occurrence, et foncent à l'intérieur, mais trop tard, ils ont eu le temps de fuir. Remarquant le papier cadeau déchiré et le gâteau mangé, il met en alerte la famille qui trouve tout cela assez louche. Le père décide donc de s'armer d'une poêle pour se défendre du fantôme et va à la cave. Perso, j'aurais poussé la vanne jusqu'au bout et j'aurais pris un aspirateur à la place de la poêle. Alors que les voleurs vont s'acheter des accessoires pour entrer dans la maison, les parents de Finn laissent leur enfant seul à la maison pour aller à une soirée chez le nouveau patron de la mère. Finn commence à bien profiter de sa liberté et il se passe ceci. On revient dessus un peu plus tard, mais je vous promets que c'est vraiment intéressant. Une pile prévue pour la manette Xbox tombe à la cave. Finn effrayé va la chercher avec Alexis et profite pour lui montrer le coffre-fort qu'il constate ouvert. Il découvre qu'en réalité il s'agit d'une entrée vers un ancien bar clandestin abandonné où se trouve le fameux tableau. Alexis profite de la situation pour effrayer Finn. Drama Queen. Alors que les parents se retrouvent bloqués à la soirée pour cause de tempête de neige, Alexis s'enfermera dans le bar. Finn n'étant pas au courant de ce qui vient de se passer, pensant Alexis partir au centre commercial comme elle comptait le faire un peu plus tôt, il reprend sa partie de jeux vidéo et commence à discuter vocalement avec Captain Turek, qu'on s'apercevra être un célibataire vivant seul, dans un appart en bordel, sans trop d'argent, et jouant aux jeux vidéo toute la journée. Manquerait plus qu'il ne se lave pas et on aurait le tiercé gagnant de la caricature. Finn finit par comprendre que sa sœur est enfermée, va au magasin acheter des accessoires pour la sortir de là, mais n'ayant pas beaucoup d'argent, il rentre chez lui avec une simple bobine de ficelle. En chemin, il entend les voleurs parler de leur plan pour récupérer le tableau. Finn, ayant compris ce qui se trame, commence à élaborer une offensive, aidé par Captain Turek, croyant dans un premier temps qu'il s'agit d'un jeu. Le jeune homme commence à mettre en place des pièges dans une scène que je trouve plutôt sympathique et assez dynamique. Alors, je ne dis pas que ce genre d'effet n'a jamais été vu dans d'autres films, hein. Ce que je dis, c'est que c'est inédit dans la saga Home Alone et que ça rend vraiment le tout vraiment cool et dynamique. Les voleurs arrivent et les pièges entrent enfin en action. Pensant la maison vide, il commence à soupçonner le fantôme, ce qui arrangera bien Finn. Captain, à qui le jeune homme fera une nouvelle fois appel, comprend que Finn ne joue pas du tout à un jeu vidéo mais qu'il est vraiment en danger. Réaction logique. Et il faut que j'appelle la police ou tes parents. Magnifique. Bravo. Petit bémol, il ne sait pas où habite Finn, qui en plus ne lui donnera pas l'info et reprendra sa traque, bien que Alexis lui dira la même chose. Finn ne veut rien savoir, et de toute manière c'est pas faisable, car le seul téléphone à leur disposition n'a plus de batterie. Captain, voulant aider, pirate le compte de Finn et trouve le numéro de sa mère, alors finalement en route après une accalmie de la tempête. Allô? Madame Baxter, j'appelle au sujet de votre fils. Comment connaissez-vous mon fils? On s'est connus sur Internet et... Pardon? Qui êtes-vous et comment avez-vous eu ce numéro? J'ai craqué le code perso de Finn et j'ai accédé à vos informations bancaires. Écoutez, voilà, je m'appelle Simon Hassler et votre fille est à la cave enfermée. Vous avez kidnappé mes enfants? Quoi? Appelle la police tout de suite, espèce de cinglé! Non, laissez-moi vous expliquer une seconde. Je vais vous écrabouiller, vous êtes prévenus! Ah oui, sacré quiproquo. Les truands Je commence à être à court de synonymes. entrent dans la maison avec difficulté pendant que Captain subira un swatting en plus de se faire gazer. Retour à Finn qui se fera attraper et bloqué dans la voiture des malandrins. Ouais. Pendant que la détrousseuse monte la garde devant le véhicule, les deux autres vont au coffre-fort, filmé par une cam que Finn avait mis là, montrant au SWAT que Captain est innocent. Alexis prend la relève en menaçant le tableau. Back to Finn, qui sera aidé par le voisin toujours dehors, qui assommera la voleuse à coups de boule de neige, permettant d'aller aider Alexis dans un ultime piège enfermant les cambrioleurs dans le coffre avant qu'ils ne soient arrêtés, amenant doucement à la fin du film. Home Alone 5 est pas du tout aussi mauvais que ce que les critiques en disent, alors je suis désolé, je vais me faire allumer. Oui, nous ne sommes pas au niveau des cultissimes premiers du nom, mais il y a quand même de très bonnes idées, hein. L'aspect Noël, super présent, déco, ambiance, cadeau, on est bon. Le cri, on y revient, il y est pas, c'est vrai, mais ce film joue intelligemment avec les attentes. Tu t'attends au cri, mais non, quand il est au magasin pour libérer Alexis, tu t'attends à ce que les accessoires prévus soient réutilisés plus tard pour les pièges, ce qui fait un clin d'œil d'ailleurs à la scène où Kevin fait ses courses dans le premier, mais non, tu t'attends à ce que les voleurs se mangent un pack de verglas, mais non plus, en fait ils ont repris les codes installés depuis les premiers films pour les tordre et c'est super bien vu.
On peut trouver ça léger, et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus original, mais ça marche, hein, et surprend le spectateur en proposant autre chose que suivre bêtement les attentes du public quand il voit Maman j'ai raté l'avion. La police, c'est eux qui prennent la plaque pour le coup, hein, déjà dans un premier temps, et surtout ils explosent de joie comme devant un match de foot au moment de la victoire des enfants. Et ok, bon, c'est pas de leur faute s'ils se sont plantés de cible, hein, en arrêtant Captain, on nous les montre pas vraiment très actifs, hein, on se doute qu'ils ont prévenu leurs collègues de la ville de Finn, ok, mais tout ce qu'on voit d'eux dans les faits, c'est ça, hein. Donc je valide quand même le coup de la police en stage. La personne âgée gris est inexistante hein, dans ce film, et vu le nombre de personnages déjà présents, c'est pas plus mal qu'il y en ait pas, hein, ce qui là encore tord les règles de la saga, donc c'est pas validé mais c'est pas négatif. Les voleurs sont stupides mais se rapprochent un petit peu des casseurs-flotteurs en version modernisée dans les caractères et la dynamique. Ils ont des moments cartoonesques mais dosés, pile comme il faut pour une fois, ils ont pas un développement très poussé mais ils s'insèrent bien dans le récit et offrent de bons moments de comédie. Les pièges inventifs entre la scène dynamique de la mise en place et une forme légère d'iconisation où ils sont bien montrés à l'écran, c'est totalement check. L'humour est bien présent, check. Les gamins malins, parce que oui ils sont plusieurs, là aussi c'est complètement ok. Finn ne vaut pas un Kevin, mais reste plus intéressant et développé qu'un Alex du 3ème opus par exemple, on s'attache quand même un petit peu à lui, et en plus comme je le disais, ils ont ajouté donc pour une fois la sœur qui est donc complice sans compter le voisin et le capitaine. Ce coup-ci, ils sont une équipe contre les voleurs. Maman la maison est tentée et je trouve la meilleure suite depuis le 2, hein, sans non plus égaler les originaux, hein, mais je le trouve meilleur que le 3ème film déjà, parce que bah mine de rien, ils essaient de proposer autre chose en jouant avec les codes de la franchise. Ça reste un téléfilm sympathique, qui a certes pour seul intérêt d'exister l'étiquette Home Alone, mais qui au moins a essayé de proposer un petit peu autre chose. Et donc après arrive le fameux rachat de la Fox par Disney, qui a donc décidé de relancer la saga avec une suite se passant 30 ans plus tard, avec Maman j'ai raté l'avion, ça recommence, sorti sur Disney+ en 2021. Alors que la maison de Jeff et Pamela est en pleine visite pour la vente, Max, le héros du film, a envie de faire pipi. Carol, sa mère, fait un détour vers la visite pour que le garçon aille se soulager. Sur place, il tombera sur une mystérieuse poupée connue de Carol qui informera à Jeff qu'apparemment elle vaut cher. Après que Max ait clashé sa mère, il se retrouve privé de McDo. Oh, à mon avis, ça va pas lui faire de mal, va. Parce que c'est mauvais pour la santé, à quoi tu pensais? De retour dans leur maison sécurisée McAllister, subtilité... Max en a marre du bordel ambiant car tous ses cousins ont débarqué pour la fête de Noël, qu'ils iront faire à Tokyo dès le lendemain. Pour être au calme, il va se poser dans la voiture, regarder Bip Bip et Coyote. Retour à Jeff qui après avoir gratuitement pété sur Pamela, sera réveillé en pleine nuit avec l'arrivée soudaine de son frère accompagné de sa femme et son petit garçon. Étant réveillé, il en profite pour se renseigner sur la poupée qui vaut effectivement 200 000 $. Ça l'arrange bien, lui qui refuse de vendre la maison. Il va chercher l'objet mais ne le retrouve pas et commence à soupçonner fortement Max de l'avoir volé. Le lendemain, il va pour récupérer la poupée, surpris par le départ de toute la famille, donnant avant de partir le code de l'alarme à haute voix et cachant les clés sous les yeux de Jeff. Tout le monde étant sur la route pour l'aéroport, Jeff, hésitant, finit par rebrousser les chemins en frappant gratuitement le bonhomme de neige. Une fois chez lui, il informe sa femme de ce qui se passe. Retour à Max qui se réveille dans la voiture, comprenant rapidement que sa famille l'a oublié. Vous connaissez la chanson, il va profiter de sa liberté. Bon, faites pas genre, on a tous au moins ne serait-ce que déjà mis un string en scred. Pamela et Jeff décident enfin d'aller récupérer la poupée, ils vont se tromper malheureusement dans le code et seront discrètement surpris par Max qui, n'ayant pas le contexte, va croire qu'ils sont là pour le kidnapper. La police débarque, on se rend compte que c'est un McAllister, il est là suite à l'erreur du code, Pamela lui fait un ni vu ni connu t'embrouille, ce qui leur permet de quitter les lieux sans souci. À Tokyo, Carol se rend compte que Max a été oublié et prend donc le premier vol pour rentrer au plus vite. Retour aux flics qu'on apprend être Buzz, le frère de Kevin, ils ont reçu un signalement concernant Max, Buzz est chargé d'aller chez le gosse, sauf que Kevin, faisant la blague tous les ans depuis les événements du premier film, bah il n'ira jamais chez Max pensant se faire encore une fois berner. Jeff et Pam sont à l'église, rejoints par Max, qu'ils verront et vont en profiter pour aller chez lui le temps que la maison est vide, pendant que Max ressort en ayant plus ou moins volé un jouet destiné aux enfants dans le besoin. C'est pas très esprit de Noël ça. Jeff et Pam escaladent le mur pour entrer dans la maison, ils galèrent méchamment. Excuse-moi, je suis désolé. Ça devient vraiment bizarre cette histoire de Jeff qui pète constamment sur Pamela. Pendant que Max, lui, rentre chez lui, le couple arrive enfin dans le jardin, ouvre la porte de la maison et... Ils se sont trompés. Ils ressortent et tombent dans la piscine, ce qui alerte Max qui comprend qu'ils arrivent chez lui, n'ayant plus le choix, il commence à installer des pièges dans sa maison, dans un montage que j'ai l'impression hérité du 5, car ils ont essayé de bien le rendre dynamique aussi. Les voleurs qui avaient entre-temps fait un saut chez eux débarquent et commencent à tomber dans les pièges un à un, la classique plaque de verglas, le gâteau et le lait piégé, là aussi repris du 5ème film,
Coca Mentos, le nerf chargé avec des boules de billard, le casque vert qui déstabilise Jeff. Ils finissent quand même par mettre enfin la main sur la veste de Max où est censée être la poupée, mais tombent sur une canette de soda à la place. Le couple comprend qu'il y a un problème, et non pas sans difficulté d'ailleurs, hein, ils finissent quand même par entamer un dialogue avec le jeune garçon, qui leur apprend que c'est un énorme malentendu toute cette histoire car il n'a pas volé cette poupée et que ses parents l'ont oublié par-dessus le marché. Pam et Jeff dissipent aussi le malentendu en confirmant à Max qu'ils ne sont pas du tout là pour le kidnapper et le prennent même en charge. On va se rendre compte qu'en fait c'est le petit du frère de Jeff qui avait volé la poupée. Carol retrouve Max et le film se termine. Le culte des premiers films n'est encore une fois absolument pas atteint, hein, très loin de là même pour le coup. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis que même si Kevin revenait, bah on n'atteindra absolument jamais le niveau des opus originaux. Ce 6ème opus reste dans la veine du 5 avec un peu plus de budget et la réintroduction des vrais McAllister, coucou Home Alone 4. Ils ont là aussi voulu tordre les règles, c'est Noël, le cri est référencé, la police bien en stage, hein, mais intelligemment justifié parce que bah c'est Buzz en fait. La personne âgée gris est définitivement effacée du cahier des charges maintenant, hein, les voleurs ont été utilisés autrement avec une vraie backstory, c'est pas vraiment des voleurs classiques hein, pour le coup, hein, contrairement aux autres films, ça change un peu, c'est bien tenté, c'est pas parfait mais c'est bien tenté. Je le valide, ils sont pas stupides, c'est juste pas censé être des voleurs, hein, mais dans le contexte ça fonctionne. Les pièges ont été modernisés, bien que je trouve que ça s'enchaîne peut-être pas assez, je ressens quand même une espèce de manque de pièges en fait dans ce film, ce qui est quand même un paradoxe pour Home Alone, mais le côté inventif y est quand même malgré tout, hein. L'humour est aussi très présent dans la veine des comédies du genre actuel, ce qui peut pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement j'ai accroché. Le gamin malin, aïe oui, bon Max, alors je l'ai trouvé un petit peu attachant sur la fin et par moments quand il a le manque de sa famille, mais ça fait redite des deux premiers, hein. Le reste du temps il est presque antipathique en réalité. Il vole quand même en toute conscience un jouet pour les enfants pauvres à l'église, je rappelle. Alors ok, on le lui donne parce qu'une dame a cru que ses parents étaient en fait morts, hein, et pas juste partis, mais juste avant il a quand même essayé de le voler de lui-même tout seul comme un grand. Hein. Au début il insulte Jeff gratuitement aussi, hein, ainsi que sa mère en passant. D'accord, Kevin était rebelle mais pas insultant, hein, et c'était du répondant, pas des attaques. Max lui il attaque, c'est pas un héros très appréciable hein, malheureusement. Je me suis aussi rendu compte pendant l'écriture de la vidéo que ce dernier opus était le plus mal noté de la saga. Alors il est certes très imparfait, hein, il est clairement très loin des deux premiers films, mais jamais de la vie c'est le plus mauvais. Dire ça, ça signifie que le 4 est meilleur. Et franchement non, certainement pas. Pour conclure sur la saga Home Alone, bah il y a quand même pas mal de bas au final, hein. Les deux derniers rattrapent un petit peu, mais pour être honnête, depuis le 3, certains jugent même depuis le 2 que ce sont des suites de trop. Alors oui, Macaulay Culkin a récemment déclaré ne pas être fermé à un nouveau film si le scénario était bien fait, mais soit ce coup-ci il conclut une bonne fois pour toutes la saga avec Kevin, soit il faut réinventer totalement le concept comme ont essayé de faire les deux derniers. Dans la partie 1, je dis à un moment que si Alex revient pour un nouveau film, ce serait un slasher movie, et mes blagues à part, vu les parodies d'horreur qu'on a à l'heure actuelle, un Home Alone plus sérieux et horrifique, ça les poserait sur la table, mais ça peut réinventer le genre, hein. Ça ou autre chose bien entendu. La saga Home Alone est allée trop loin dans son exploitation, l'idée de base est bonne, mais pas suffisante pour être étirée à l'infini. S'ils ne savent pas proposer du neuf avec la base de la saga, il faut savoir s'arrêter. Nous arrivons à la fin. Ah bah enfin, vous revoilà, la discussion était prolifique. Justement, Lux, je pense que tu devrais t'asseoir. D'accord. On vient de longuement parler avec Bilas et on s'est rendu compte de quelque chose. Depuis des années, je pensais être le seul survivant de Synep jusqu'à l'arrivée du perforateur. Et jusqu'à que je tombe par hasard sur une de vos vidéos, je pensais aussi être seul. Et vous voulez vérifier s'il y en a d'autres, c'est ça? Oui, exactement, sauf que ça signifie... Que tu vas devoir partir et donc me quitter. Oui, Lux, je suis... désolé, mais je m'en veux tellement de ce qui s'est passé. Si je peux aider de potentiels survivants, je ferai tout pour y arriver. Je comprends Billy, j'aurais été à ta place, j'aurais fait la même chose, mais vas-y, fonce, je te souhaite même d'en trouver des survivants. Tout cinéphien qui a été à l'école sait qu'il existe des spots dans l'univers. La Terre, bien entendu, qu'on va explorer. Nous, on s'est exposé sur YouTube, mais par logique, beaucoup restent cachés s'il y en a d'autres. Mais on connaît aussi quelques lunes et astéroïdes stables éparpillés dans l'univers et quelques planètes viables pour nous. Et bah, vous avez un sacré taf, les gars. Ouais, mais avant le départ, c'est la journée du perforateur, ou Noël dans ton cas. Sur mon vaisseau, où je vis caché sur votre lune, j'ai réussi à cultiver des légumes synepsiens comestibles par l'homme et aussi quelques fermentations maison, si tu vois ce que je veux dire. Un petit repas de Noël synepsien avant votre départ, alors que vos retrouvailles sont déjà plutôt inespérées, bah carrément, ça se fête. Doublement même. Parfait, on va préparer tout ça, on revient.